Toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau et sur cette chaîne. Et aujourd'hui, nous avons une émission spéciale où nous allons parler des droits de l'homme, un sujet qui touche la société. J'espère que vous êtes bien installés de là où vous êtes, chers téléspectateurs. Nous allons répondre à tous vos besoins et vos questions. Merci de nous suivre et merci aussi pour votre fidélité. Et c'est parti pour cette nouvelle émission. L'ACATSI est une organisation non gouvernementale et aujourd'hui nous recevons des experts pour parler de cette organisation qui milite pour les droits de l'homme, pas les moindres, en tout cas deux cadres de l'ACATSI, qui est une ONG qui milite pour la torture et aussi pour les droits de l'homme. J'espère que je m'exprime bien avec monsieur Kwadio Paul. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour madame, je vais bien, merci. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Alors avec vous, on va parler de votre ONG, l'ACATSI. Déjà, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec monsieur Bilé Eugène. Monsieur, nous allons revenir tout de suite à vous, ne vous inquiétez pas. Cette émission est là pour bien sûr parler de votre ONG, l'ACATSI. Déjà, moi, j'aimerais bien savoir, l'ACATSI signifie quoi? L'ACATSI, c'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. D'accord. C'est une ONG qui est née en France en 1974, suite à un constat. Un pasteur s'est retrouvé en mission au Vietnam. D'accord. On était en pleine guerre du Vietnam et il a pu voir les exactions qui se faisaient pendant cette guerre du Vietnam. Et à son retour en France, au cours d'une rencontre avec des dames, il a posé le problème et les dames se sont dit, mais jusqu'à quand nous allons laisser le Christ toujours être torturé? Voilà comment est née cette association qui est l'ACAT, qui aujourd'hui est présente sur 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique latine. Et nous comptons environ 27 ACAT à travers le monde. Déjà en 30 ans, quelles sont vos actions qui ont été concrétisées? Il faut dire que les thématiques sur lesquelles travaille l'ACAT, c'est la lutte contre la torture et le mauvais traitement. D'accord. Tout ce qui est exécution arbitraire, détention arbitraire, et aussi nous travaillons contre la peine de mort. Heureusement, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, la peine de mort a été abolie définitivement, et tant mieux pour notre État, c'est aussi à féliciter. Nous sommes avec M. Bilé Eugène, avec qui aussi nous avons parlé aussi de cette ONG, l'ACATSI. Déjà, vos objectifs? Merci pour la question. Je pense que tout à l'heure, dans l'intervention du président, il y a les objectifs qui sont clairement ressortis. L'ACAT a pour objectif principal de veiller à ce que l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme soit effectivement appliqué par les États parties. L'ensemble des États qui ont reconnu cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Et l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est nul ne sera soumis à la torture, ni au traitement cruel, inhumain et dégradant. Et à côté de ça, l'ACAT a ajouté, comme il a eu à dire dans ses objectifs, la lutte contre les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires et la peine de mort. Donc, nous luttons au quotidien à travers différentes activités pour que, effectivement, ces différentes thématiques que nous avons énumérées soient respectées ou que soient abolies au niveau national et international. Est-ce que l'ACATSI travaille avec le gouvernemental ou le ministère de la Justice? Effectivement, vous savez, une organisation de la société civile est un peu comme un veilleur. D'accord. Nous veillons à tout ce qui se passe dans notre société. Et quand nous avons des observations bien faites, nous cherchons à les documenter. Notre interlocuteur premier, c'est l'État. Donc le gouvernant, vers qui nous allons, pour soit faire des plaidoyers, du lobbying, ou leur faire des propositions. Voilà. L'objet d'une organisation de la société civile, ce n'est pas de faire la place, mais c'est de dire ce qui se passe, quelles sont les réponses que nous pouvons apporter, et puis encourager nos États à nous rejoindre sur le chemin de la lutte. D'accord. Tout dernièrement, au niveau de l'actualité, au niveau du droit, on a parlé surtout de ratification de l'OP2 et de l'OP4. Nous qui ne sommes pas dans le milieu du droit, quand même, nous avons des questions. L'OP2 et l'OP4, déjà, la ratification, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce sujet? L'OP2, c'est un protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques. D'accord. Ce protocole tend à abolir la peine de mort à travers le monde. Et la Côte d'Ivoire a ratifié ce protocole-là, justement pour paraphraser, en fait, pour accomplir
son élan d'abolition de la peine de mort. Je le dis ainsi parce que en Côte d'Ivoire, la peine de mort n'a jamais été appliquée. Il y a eu des décisions de peine de mort, mais elle n'a jamais exécuté un individu suite à une condamnation de peine de mort. Et donc, mais il fallait que l'État ratifie ce protocole-là pour rendre définitif l'abolition de la peine de mort. Et c'est ce que l'État a fait. Et donc aujourd'hui, ni dans nos tests nationaux, ni au niveau international, l'État ne peut s'engager à revenir sur la question de la peine de mort. D'accord. On parle d'un passage prochain de la Côte d'Ivoire à l'OP8. L'OP8, si je le prononce bien. Voilà. Il y a l'OP2, vous avez dit l'OP2 et aussi de l'OP4. D'accord. L'OP4, c'est aussi un protocole facultatif. Cette fois-ci, qui est relatif à la Convention contre la torture. D'accord. Commande aux États partis qui le ratifient de mettre en place un mécanisme qu'on appelle l'MNP, Mécanisme national de prévention de la torture, afin de pouvoir veiller dans les lieux privatifs de liberté, dans les prisons, dans les hôpitaux psychiatriques, pour ne pas que ces personnes-là qui ne sont pas libres de sortir et de venir, qui soient soumis à des peines à la torture ou à des mauvais traitements. D'accord. Et la Côte d'Ivoire vient de ratifier ce protocole-là en 2023. Et donc, nous sommes en train, en fait, l'État est en train de mettre en place ce mécanisme par un projet de loi. Le projet est passé à l'Assemblée nationale, mais il y a quelques soucis et donc ce n'est pas encore voté. On espère que ce projet sera voté suivant bien sûr l'esprit et la lettre de l'OP4 qui va permettre à ce mécanisme qui doit normalement être indépendant de veiller dans tous les lieux de privation de liberté afin que la torture et le mauvais traitement ne soient pas présents dans ces lieux-là. D'accord. Déjà, vous êtes une ONG qui milite pour les droits de l'homme. Est-ce que dans votre cheminement, vous avez eu des contraintes ou même vous avez été freiné par des organisations, même par l'État, pour mener à bien vos actions? Bon, non. Je crois que le président Bilé l'a dit, hein, je le rappelle, il a été président de l'ACAT Côte d'Ivoire. Notre rôle, c'est d'interpeller l'État. Parce qu'en réalité, tout ce que nous faisons, nous disons à l'État d'honorer ses engagements. D'accord. C'est des tests, et c'est l'État qui est à l'initiative des tests qu'il prend, qui est à l'initiative des ratifications des conventions internationales. Donc, on travaille à ce que l'État applique, sinon mettre en œuvre ses engagements et nationaux et internationaux. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur le Président, Monsieur Bilé Eugène, étant un ancien de l'ACAT et de l'ACAT-CIV, vous êtes quand même, on peut dire, un doyen de cette ONG. Quand vous êtes amené à former ces jeunes-là qui veulent vraiment militer, déjà, quels sont les conseils que vous pouvez les donner quand ils arrivent et, par exemple, on va parler des nouveaux qui sont au niveau de l'ACAT-CIV. Parce que nous avons ici un jeune président aussi. D'accord. Alors, il faut savoir dans un premier temps que c'est une volonté, c'est un désir personnel de s'engager, parce que c'est un engagement que nous prenons, de militer pour la cause de l'homme. Je le dis souvent, l'homme est au centre de notre action. L'homme est la matière sur laquelle nous travaillons. Il faut que nous ayons un esprit que ce n'est pas facile. Ensuite, cet engagement-là n'est pas un engagement de vue, c'est un engagement d'esprit. Parce que, comme vous l'avez vu dans la définition de ACAT-CIV, nous sommes des chrétiens. Et comme chrétiens, nous avons pour modèle le Christ. Et vous savez tous avec nous que le Christ est le sacrifice suprême, donner sa vie pour les autres. Donc l'ACATien qui arrive à l'ACAT doit comprendre qu'il doit s'engager pour donner sa vie. Je n'ai pas dit qu'il aille mourir sur la croix, mais qu'il doit donner de son temps, de son expérience, de ses moyens pour permettre aux autres de pouvoir mieux être. Vous comprenez? Je prends un exemple. Vous êtes membre ACAT, on vous dit d'aller rendre visite à un détenu dans une maison d'arrêt et de correction, ce qu'on appelle les prisons en Côte d'Ivoire. Il faut avoir du courage pour pouvoir le faire. Il faut avoir le temps pour pouvoir le faire. Il faut avoir la disposition psychologique et mentale pour pouvoir vous entretenir avec un prisonnier. Oui. Donc, nous formons nos membres sur ces questions. Sur ces questions, nous les accompagnons durant le temps, le militantisme au sein de l'ACAT. Et puis, petit à petit, chacun fera son chemin
pour voir comment demain ou après-demain, ils continuent. Il faut être très honnête, il y en a qui sont venus, qui ont donné de leur temps, de leurs moyens, de leur intelligence, qui ne militent plus au sein de l'organisation, mais que nous considérons toujours comme des membres de notre organisation, comme ceux aussi qui ont le désir et la volonté de vouloir revenir, nous accompagner dans l'action parce que c'est important. Le champ est tellement vaste qu'on a besoin d'hommes et de femmes pour nous accompagner. Ce n'est pas simplement une question de droit de l'homme, parce que quand on voit le droit, peut-être que ça va faire peur, mais c'est une question de vie chrétienne. Et cette question de vie chrétienne nous appelle à 2 ou 3 choses essentielles. La prière, le partage, vous voyez, et puis les exercices personnels de pénitence. Le président va revenir tout à l'heure dessus, mais vous comprenez que l'ACAT, les membres de l'ACAT ont pour mission de prier pour les tortionnaires, pour les torturer. Vous voyez, donc on prie pour la conversion de ceux qui pratiquent la torture, mais on prie aussi pour le bien-être de ceux qui sont torturés. Donc, ouais, on a cette double action. Nous avons également pour mission de veiller à ce que là où la torture se pratique, nous puissions nous joindre à ces personnes-là pour partager leurs peines. Un peu comme entre griffes de bons chrétiens, il faut être de bons chrétiens pour comprendre le sens profond de ce que traverse l'autre et pour apporter le secours nécessaire à son bien-être. Mais en même temps, nous avons de l'assistance. Il faut apporter de l'assistance matérielle, psychologique, sociologique à tous ceux qui sont dans nos lieux de détention. Et comme on va, à travers le projet que nous avons initié, peut-être qu'on reviendra dessus, on pourra en long et en large parler de ce que nous faisons sur le terrain. D'accord. Alors déjà, nous avons des hommes de droit sur notre plateau. On va pas quand même se priver de vous poser quelques questions. Tout à l'heure, le doyen Billet a parlé de prier pour ceux qui sont torturés et pour ceux qui torturent. Alors déjà, quand vous partez au niveau des prisons, on va prendre par exemple la maison d'arrêt d'Abidjan, quand vous partez voir les prisonniers, quelles sont déjà vos démarches? Comment vous les abordez? Très bien. Je crois que le président Billet en a parlé. Notre première action en tant que chrétien, c'est la prière. D'accord. Et donc, nous prions pour ceux qui sont torturés et nous prions aussi pour les tortionnaires. D'accord. Afin que les tortionnaires puissent comprendre que l'acte qu'ils posent est proscrit et donc qu'ils puissent se convertir. Nous prions aussi pour les torturés afin qu'ils puissent avoir la force de pouvoir sortir en fait, de cette situation et surtout de pouvoir tenir dans ces situations assez difficiles. Est-ce qu'on peut sortir d'une torture si on est... Oui, tout ça, c'est le Seigneur qui agit. Hein, voilà. Le Seigneur peut convaincre le tortionnaire à arrêter la torture. Mais aujourd'hui, la torture au sens premier, en fait, la torture qu'on constate, sinon qu'on avait avant, ce n'est pas exactement ce qui se pratique aujourd'hui, parce que le droit aussi a évolué. Hein. Aujourd'hui, il y a des actions qui sont considérées comme torture. Priver quelqu'un de nourriture est aussi considéré comme de la torture. D'accord. Quelqu'un qui perd, en fait, qui n'a plus les traces d'un parent qui est sorti ou qui a décidé de voyager, qu'on parle de disparition, ça aussi c'est considéré comme de la torture parce qu'on vit, parce que la torture n'est pas seulement physique, mais elle est aussi psychologique. D'accord. Voilà. Donc il y a la prière qui est nos actions. Et généralement, nous travaillons dans les prisons. Quand nous allons en prison, d'abord, on travaille bien avec l'administration pénitentiaire, le ministère de la Justice. On demande des autorisations et nous rencontrons les détenus. On travaille aussi avec des avocats. D'accord. Il peut arriver qu'on voit des situations qui, sur le plan du droit, n'est pas juste. Et donc, les avocats assistent judiciairement certains détenus. Et nous aussi, on assiste, comme il a dit, psychologiquement, une assistance humanitaire aussi, parce que quelquefois, on va aussi avec des dons. Permettre aux détenus de, tant soit peu, bien manger ou bien se vertir. Qu'est-ce que vous faites pour ces détenus-là qui ont été arrêtés, mais qui sont mis au niveau de la maison d'arrêt, mais qui n'ont pas encore été jugés, mais qui attendent leur procès? Et ça peut prendre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, voire même des années. Qu'est-ce que vous leur donnez? Quels conseils? Comment vous les soutenez? C'est le lieu de remercier une fondation qui nous permet d'être ici aujourd'hui, la fondation Oziwa, qui est basée à Dakar.
qui, depuis 2014, nous finance, de même que la délégation de l'Union européenne. L'Union européenne aussi nous finance, notamment pour lutter contre les détentions préventives dont vous parlez. C'est-à-dire des personnes qui sont en détention, mais qui n'ont pas encore été jugées. C'est-à-dire que leur culpabilité n'est pas établie. Ce qui n'est pas normal. Mais pour des questions de justice, on peut les garder un temps soit peu, le temps qu'on établisse la vérité, pour que soit ils soient condamnés ou acquittés ou relaxés. Mais en Côte d'Ivoire, on constate qu'il y a pas mal de personnes qui sont en détention préventive, mais qui ne sont pas jugées. Et bien souvent, avec des délais très, très prolongés. Aujourd'hui, on a des détenus qui sont dans des prisons en 8 ans, voire 10 ans, et ils ne sont pas encore condamnés, ce qui n'est pas normal. Et donc, grâce au soutien de OSIWA et de l'Union européenne, nous travaillons de sorte à réduire le taux de surpopulation carcérale qui est dû nécessairement aussi par la détention préventive. Est-ce que ce n'est pas aussi le problème du ministère de la Justice? Les problèmes sont à partager. Effectivement, l'État, le ministère de la Justice, a sa part. Voilà. Même si ce n'est pas la responsabilité d'un individu, mais c'est la responsabilité de l'État. D'accord. Quand l'État fait ses lois, il se doit de les respecter. L'État aussi se doit de se donner des moyens pour pouvoir faire respecter les lois. Parce que si on n'a pas assez de magistrats pour régler les problèmes, pareil, un seul magistrat ou 2 magistrats dans une prison, en fait, dans une juridiction, qui doivent régler 200 à 300 dossiers, avec humainement, ce n'est pas possible. Donc l'État doit recruter suffisamment de magistrats. D'accord. Et veiller à ce que, en tout cas, la loi soit respectée, que les délais de détention préventive soient respectés pour qu'on évite que des personnes soient en détention ne sachant pas leur sort. Parce que, vous voyez, en prison, tous ceux qui sont là-bas ne sont pas forcément fautifs. Hein. Des gens peuvent être condamnés alors que, à tort. Exactement. Aucun système juridique n'est à l'abri des erreurs judiciaires. Ok. Donc, justement, on lutte depuis 2014 contre ça. Voilà, grâce, bien sûr, à nos bailleurs, aux IWA et aussi à la délégation de l'Union européenne et bien d'autres ambassades qui nous soutiennent. Mais est-ce que votre lutte est quand même bien payée? Est-ce que vous avez quand même de bons revenus? Oui, les droits de l'homme, c'est un idéal. D'accord. Effectivement, des choses avancent plus ou moins. En tout cas, sur le plan même des tests, l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts pour pouvoir faire avancer la question des droits de l'homme. C'est au niveau de l'application que ça pose problème. Nous avons des résultats. C'est vrai que dans l'ensemble, vous savez, la question, surtout au niveau de l'éducation, malheureusement, il faut le dire, hein, chaque année, la population carcérale croît. D'accord? Mais il faut dire qu'avant, quand on commençait le projet en 2014, on était à 46% de détention préventive. Aujourd'hui, nous sommes autour de 30-33%. Bon, on estime que c'est quand même des avancées. Et voilà, je crois qu'au fur et à mesure qu'on avance, avec les moyens, avec l'engagement, la bonne foi, la bonne volonté de l'État, on pourra y arriver. Je pense qu'avec toutes ces explications, nous aurons quand même beaucoup de notions au niveau du droit. Monsieur Billeux Eugène, déjà avec vous, moi j'aimerais bien savoir, moi c'est une question à titre personnel, que pouvons-nous comprendre par cette notion de droit humain? Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous quand même qui ne savent pas comment appliquer le droit. Alors peut-être qu'on ne va pas faire un coup d'histoire ou bien un coup de droit de l'homme, mais on va être aussi simple. Vous voyez, notre humanité a traversé beaucoup de crises, notamment les 2 guerres mondiales, la première et la deuxième. Et déjà après la Première Guerre mondiale, les hommes ont commencé à réfléchir sur ce qu'on pouvait faire en termes de protection des personnes. D'accord. La Deuxième Guerre mondiale nous a montré qu'en des fractions de secondes, on pouvait détruire l'humanité. Vous vous souvenez d'Hiroshima, de la bombe atomique qu'on a déposée. Et c'est au sortir de cette Deuxième Guerre mondiale que des experts, des hommes de bonne volonté vont sortir quelques tests. Le droit a évolué. Comme il est dit, on n'a pas fait un coup de droit. Donc il y a le droit de première génération, deuxième génération, troisième génération. Nous sommes à la 4e génération, je pense, de droit. Hein? Voilà. Alors, l'essentiel, c'est que il y a un test fondamental, un test qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans ce test, vous avez un ensemble d'articles qui spécifient à chaque niveau
de la vie, le droit qui revient à tout un citoyen. Donc le droit, il est spécifique à chaque personne. Vous allez voir qu'au début, on va vous dire que la vie humaine est sacrée. Que la vie humaine est sacrée, que chacun a droit à. Donc une fois que chacun a droit à quelque chose, ceux qui ont le pouvoir de donner ce droit-là sont appelés à respecter. Mais ce qui est intéressant dans les questions des droits humains, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que le système des Nations Unies fonctionne avec des organes. Et ces organes-là ont des experts en leur sein qui travaillent sur différentes thématiques. Vous voyez, donc toutes les questions sont prises dans leur globalité, mais de façon spécifique, vous avez le Conseil des droits de l'homme, Conseil international des droits de l'homme, qui va réfléchir sur tout ce qui est test des droits de l'homme et leur applicabilité dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on fait une proposition de test, quand le président a parlé, vous a parlé de l'OP 4, de l'OP 2, c'est des protocoles qui naissent au fur et à mesure de l'évolution du droit et de ce qui est visible sur le terrain. Alors, quand un test sort, il est demandé un certain nombre de signatures pour que ça puisse rentrer en vigueur. Quand on atteint, on va dire peut-être aussi 50 pays dans le monde signent, alors le test va rentrer en vigueur. Quand ça rentre en vigueur, si la Côte d'Ivoire, là où nous sommes, c'est notre pays, est un État parti. État parti, ça veut dire un État qui a signé ou qui reconnaît ce test. Donc, si la Côte d'Ivoire est un État parti, il appartient à la Côte d'Ivoire de veiller à appliquer l'ensemble des dispositions contenues dans ce test. Certains pays signent ou adoptent les tests avec des réserves. Ouais. Quand il y a des réserves, il faut faire très attention. Donc, les activistes des droits de l'homme, lorsque leur pays, ou bien lorsqu'un pays a ratifié ou a signé un test de droit, il faut voir s'il n'y a pas de réserve. Je dis n'importe quoi. On dit que chacun a droit à l'éducation. OK? Et puis, on se rend compte que dans un État, l'éducation est réservée spécialement aux garçons. C'est un exemple que je donne. Il faut aller fouiller pour voir si, en ratifiant, ce pays-là n'a pas dit, par exemple, dans la réserve, que nous, chez nous, nous allons simplement et uniquement donner l'éducation ou la formation aux hommes. Donc, les femmes ne sont pas dedans. Donc, si demain, vous voulez lutter pour que les femmes soient prises en compte, vous faites un autre plaidoyer. Mais vous ne pouvez pas d'emblée condamner le pays parce que les gens ne vont pas, les femmes ne vont pas à l'école. Donc, le droit à cette ouverture d'esprit, mais en même temps, il faut faire très attention au contenu et à ce que les dirigeants prennent comme engagement. Comme vous avez dit, il a eu à le dire tout à l'heure, c'est les États qui ont l'initiative des tests. Donc, c'est eux qui initient les tests, c'est eux qui ont les projets de loi et c'est eux qui passent ensuite à la phase d'application. Nous, ce que nous faisons, c'est de dire, attention, on a dit qu'on va faire ça, est-ce qu'on le fait? Pourquoi on ne le fait pas? Voilà quelques idées pour pouvoir le faire. De façon générale, ça, faut le retenir pour tous ceux qui nous écoutent. La première loi qui nous garantit tous nos droits en tant que citoyens ivoiriens, c'est notre Constitution. Dans notre Constitution, il est clairement défini ce à quoi chaque citoyen ivoirien a droit. On prend la Constitution, vous prenez le temps de le lire. Le mal, chez nous, je ne peux pas dire qu'on est analphabète, mais on n'aime pas lire, on ne veut pas voir ce qui est écrit. C'est un peu trop long, c'est difficile. Non, ce n'est pas trop long, c'est quelques articles. Donc il faut prendre le temps de les lire et de voir qu'est-ce que ça signifie. Si on ne comprend pas, on peut demander. Voilà. Une fois que vous avez tous ces droits devant vous, à l'inverse, au côté de la médaille, c'est votre devoir. Voilà. Donc, vous allez voir que l'État a toujours droit et devoir du citoyen. Donc, quand on dit que vous avez droit à aller à l'école, vous avez le devoir de. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas voir simplement en termes de récupération de la notion de droit, mais les citoyens ont aussi des devoirs vis-à-vis de l'État. Toujours avec les deux représentants de la CATSI et avec vous, Président,
voilà, on va revenir sur cette histoire de détenu. Combien de repas, voilà, un prisonnier a droit? Tout à l'heure, le président Billet a parlé des droits de l'homme. Oui, oui. Et donc, les droits de l'homme, c'est tout ce qui fait la dignité de l'homme. D'accord. À l'exception, en fait, à marge des animaux et autres. Et donc, le détenu a la même dignité que tout le monde. Ce qui est recommandé, c'est que chaque être humain a droit à 3 repas par jour, ou 2 pour certains. Ce qui revient de droit aux personnes aussi en détention. D'accord. Et donc, le détenu a droit à au minimum 2 repas par jour. Et des repas qui, en principe, devraient être équilibrés, même si ce n'est pas exactement ce que nous constatons dans les prisons. Dans certaines prisons, ils ont droit à 2 repas. Bon, je ne vais pas ici qualifier les repas, mais bon, j'essaie de se débrouiller avec, même si la qualité peut être à désirer, mais l'État fait l'effort de leur donner des bouillies matin, et puis bon, à midi ou 13h, 14h, ils ont un peu du riz, ça dépend des jours. Il y a des fois c'est du riz, soit de la bouillie d'igname et tout ça. Voilà. Donc, bon, mais ils ont 2 repas. Généralement, dans nos prisons en Côte d'Ivoire, ils ont 2 repas par jour. Voilà. Merci. Mais déjà, il y a des visites, non? Des parents qui viennent visiter. Oui, absolument, justement, absolument. Les parents, qui apportent aussi de la nourriture. Les parents aussi apportent de la nourriture à leurs proches qui sont en détention. Les parents peuvent le faire. Mais il y a toute une procédure. Hein. Voilà, la nourriture qu'on apporte, quand c'est de la nourriture préparée, il faudrait que ça soit une nourriture qui est seulement pour une journée. On envoyer beaucoup de nourriture. Est-ce qu'on peut aussi donner de l'argent, par oui, exemple, pour oui. aux prisonniers? Il y a un marché en prison? Oui, il y a des boutiques dans les prisons. Il y a des boutiques dans les prisons. Et même là où il n'y a pas de boutique, souvent les détenus qui ont des moyens peuvent confier cet argent aux agents, ceux qui travaillent là-bas. Et puis bon, ils font quelques marchés pour leur apporter. Notamment au niveau de la prison de la Côte d'Ivoire, nous avons quand même, moi j'ai entendu parler du bâtiment A, du bâtiment B, du bâtiment C. Est-ce que les 3 bâtiments, les mêmes détenus, ont quand même le même droit? Parce qu'au niveau du bâtiment C, on parle des plus durs, des criminels, ceux qui ont fait quand même, on peut parler de viol, de crimes, de meurtre et tout. Et on parle de bâtiment A où on peut parler de vol ou bien de conflits fonciers et tout. Est-ce que ces 3 bâtiments, les détenus ont les mêmes droits? Bon, vous êtes en train de parler de l'ex-MACA, qui n'est plus la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, qui est devenue maintenant le pôle pénitentiaire d'Abidjan. D'accord. Et donc, qui est devenu plusieurs prisons. Ça a été fait par un arrêté du ministre de la Justice. Et ce qu'on nous dit, c'est que les différents bâtiments dont on parlait sont devenus comme des prisons autonomes. D'accord. Et donc, à l'ex-MACA, qui est devenu le pôle, le PPA, il y a la maison d'arrêt et de correction. Il y a la maison pénale. Il y a aussi la maison d'arrêt et de correction pour femmes. Et aussi, il y a la maison d'arrêt et de correction pour mineurs. Ainsi de suite. Nous avons, je crois, 5 prisons au sein de l'ex-MACA, qui est devenu PPA. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de distinction humanitaire à faire entre ces différents détenus. Que tu sois condamné pour crime de viol, que tu sois condamné pour vol de poulet, ils gardent tous la même dignité. Et ils doivent normalement avoir la même nourriture, être soignés à la même enseigne et dormir également à la même enseigne. Il ne doit pas avoir de distinction en tout cas de traitement humanitaire entre les détenus par rapport à leur statut juridique. C'est-à-dire certains sont condamnés, d'autres ne le sont pas, même s'il y a des distinctions à faire. Pour ceux qui ne sont pas en condamnés, qui sont en détention préventive, en principe, il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ne doivent pas être astreints au travail. Par contre, pour ceux qui sont condamnés, on peut leur demander de faire des activités qui leur permettent soit d'apprendre ou de s'occuper. C'est que les détenus préventifs, en principe, ne doivent pas faire. D'accord. Est-ce qu'au sein de la prison, il y a quand même des professeurs pour enseigner, par exemple, des détenus? Est-ce qu'il y a une formation pour les détenus, au cas où s'ils sortaient à la vie réelle, par exemple, utiliser la voie qu'ils ont choisie étant en prison? Est-ce que déjà des formateurs au niveau pour les détenus? Justement, en principe, c'est ce qui devrait être. Et nous avons un test international qu'on appelle le micro. Ligne directrice des Nations Unies pour le traitement des détenus. D'accord. On a renommé règle Mandela en mémoire du célèbre
prisonnier sud-africain Nelson Mandela. D'accord. Et donc, ces règles-là déterminent un peu, c'est pas justement, on les appelle des règles à minima, déterminent un peu la façon minimale dont on doit traiter les détenus à travers le monde. Voilà, essayer de mettre le Et donc, par ces règles-là, le détenu, normalement, a droit à une formation professionnelle pendant qu'il est en détention. Parce qu'aussi, il ne faut pas l'ignorer, c'est que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Et donc, lorsque une personne vient en détention, à 20 ans, 21 ans, s'il n'a pas de formation professionnelle, il est condamné à 5 ans, 6 ans, il va sortir, il aura 25, 30 ans. S'il n'a pas de qualification professionnelle, quand il va sortir, l'oisiveté, la faim, peut faire qu'il peut retomber dans les mêmes travaux qui l'ont conduit en prison. Et donc, il est recommandé que ces personnes aient une formation professionnelle pour qu'à leur sortie de prison, ils soient en mesure de travailler et pouvoir se nourrir, se prendre en charge et éviter de tomber dans les mêmes travers. D'accord. C'est un droit d'ailleurs pour les détenus d'être formés, d'être pour éduqués, pouvoir réinsérer socialement la et société. professionnellement la société. Voilà, je pense que nous avons tellement de questions autour de cette notion de droit et je pense que nos chers téléspectateurs et même voilà, ont eu quand même on a répondu comme à vos besoins, à vos quelques questions voilà, qui se posent avec nos deux experts. On va partir, mais on ne va pas se dire au revoir parce que nous avons une nouvelle émission qui va bientôt être avec nos deux experts encore une fois. Mais cette fois-ci, nous allons parler des projets et de toutes les actions de l'ACADCI, mais ça sera dans une autre émission. Et je dis merci voilà, à nos deux experts voilà, d'avoir répondu présent à notre invitation. Et surtout, merci aussi de nous avoir éclairé aussi sur cette notion de droit concernant les détenus et concernant aussi vos objectifs de l'ACADCI. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.